We're here in Liège, Belgium, with the Dardenne brothers talking about Rosetta, the film that won the Palme d'Or at Cannes in 1999, and the film that followed immediately from La Promesse, which was their first film to garner widespread international attention. Were you specifically interested this time to tell a woman's story after the very male-centered world of La Promesse? This really is your most female film, because even in Lorna's Silence is more male characters who have a strong part, and in Rosetta, she and her mother really dominate the film, and mostly Rosetta. Ça a toujours été Rosetta, ça n'a jamais été Rosetto. Ça a toujours été Rosetta. Le père n'a jamais existé, il n'a jamais été là. Il était à un moment donné évoqué dans des répliques, mais on a trouvé que ça donnait... ça allait refermer le film et donner une soi-disant explication à la situation que vivait Rosetta et au rapport qu'elle avait avec sa mère. Fais-moi la paix. On a tout de suite senti que... C'est peut-être des préjugés qu'on a, mais enfin bon, on est comme ça, c'est comme ça. Que ce que vivait Rosetta, ça se traduisait dans son corps. Ses maux de ventre, Et on a tout de suite pensé à une femme. Et on n'a jamais pensé que ça pourrait être un homme qui pouvait avoir d'autres symptômes. On a tout de suite pensé à une jeune femme. Pas une femme, une jeune femme, une fille. On a aussi pensé tout de suite à quelqu'un qui était confronté à une situation à laquelle, normalement, quelqu'un de son âge n'est pas confronté. Quand vous avez 16 ans, vous n'êtes pas normalement, dans nos sociétés industrielles ou même post-industrielles avancées, démocratiques, quand vous avez 16 ans, normalement, vous ne devez pas être confronté à ce genre de situation. On ne peut pas s'occuper de sa mère. Vous ne devez pas vous occuper de votre mère. Vous n'habitez pas dans une caravane. Enfin, la société, l'État, normalement, a des possibilités pour prendre soin davantage de vous. Vous n'habitez pas dans une caravane. Parce que la caravane, ce qui était bien dans cette caravane, c'est que il n'y a plus qu'une petite paroi toute mince qui vous protège de l'extérieur, de la rue. C'est vraiment à la limite, quoi. Et on a tout de suite vu ce petit personnage comme une petite boule de nerfs, quoi, qui voulait avoir sa place et qui, contrairement à certains discours qui ont encore cours maintenant, un petit peu moins, mais enfin, en disant que le travail n'est qu'une aliénation et que comment est-ce qu'on peut revendiquer pour vouloir travailler, qu'est-ce que c'est ce truc, cette aberration, que travailler, ça veut dire être aliéné. Nous, on a pensé que cette fille avait une seule obsession, c'est je veux un travail, parce que je veux être dans la société, je veux avoir une vie, comme elle dit, avoir une vie normale. Et ça, nous, on trouvait ça formidable d'avoir un personnage qui disait je veux avoir une vie normale. Et pas... Combien de gens ne nous ont pas critiqué, oui, en disant... Les gens à la bonne gauche qui disaient enfin une vie normale. Le travail, c'est aussi de la souffrance, de l'aliénation. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, on en est à dire Rosetta, ne pas travailler, c'est mourir. C'est la même chose pour elle. Elle ne peut pas ne pas être dans la... Ne pas travailler, c'est ne pas faire partie de la société. C'est ne pas être comme les autres, avec les autres. Et elle a raison. Parce que c'est comme ça. Sinon, on aura des sociétés où on va nourrir dans les réserves des populations qui ne travaillent pas, qui ne profitent pas de la vie, de la consommation et tout. On ira les entretenir là. C'est Rosetta. Pour nous, Rosetta, le personnage de Rosetta a représenté une possibilité, parce que c'est le moment où on lisait aussi tous les textes sur le fait que dans les sociétés de l'Est qui étaient communistes et qui n'étaient plus communistes, où le capitalisme est devenu très sauvage et très rapidement, il y avait des articles à l'époque d'économie qui disaient, finalement, oui, une société a plus ou moins 15% de rebut, de rejet. Il y a 15% de la population qui ne peuvent pas vivre vraiment dans les circuits de la production et de la consommation. On doit les mettre dehors. Et c'était frappant. Mais je ne me souviens plus dans quel journal on a lu ça. Et ça nous avait frappé. Et on s'est dit, tiens, Rosetta, elle fait partie de ces gens-là, qui veulent rentrer dedans. Et on ne lui dit pas, mais c'est tout comme, quoi. On dit, non, not for you. Well, and the idea that Rosetta is so determined to work
That seems very important because the idea still persists, I think, a lot in the capitalist world that people who aren't working, it's their own fault. It seems that her mania almost to have a job is very important in a kind of a sociological way without making the film an issue film. I mean, is this something that you mention her as a kind of representative character? Did you have in mind, beyond talking about people living in the caravans, to make a kind of labor film that didn't feel like an issue film per se? Est-ce qu'on n'a pas rencontré de gens? Non. Ben, on a vu une émission Oui. télé, on a vu une Et puis petite on est allé dans les émission caravanes. On est allé dans les- sur des gens qui vivaient dans les caravanes. Mais bon, on ne s'est pas inspiré de cela. Hein. On a vu des gens dans les caravanes, on est allé visiter les campings, comme ça, pour chercher notre camping. Et donc, on a vu des gens, mais on ne s'est pas inspiré de leur histoire. On n'a pas interviewé des gens, on n'a pas parlé avec eux. Mais on a vu comment le robinet, enfin, comment on s'organise pour survivre dans un camping. Le gaz. Le gaz. Ça, tout ça, on a regardé. C'était un vrai travail, quoi. Tous les accessoires. C'est toujours ça qu'on regarde, en fait. Comment les gens vivent, comment on vit dans une caravane, comment on vit à deux. Donc on a demandé, tiens, comment vous dormez, comme ça, comme ça. Voilà. Tout ça, oui, on a fait... on a bien regardé. Mais on n'a pas vraiment enquêté, si je puis dire, sur le parcours des gens. Généralement, mais ça, c'est pas difficile à savoir. Si vous vous intéressez un peu à la société dans laquelle vous vivez, vous savez très vite que si vous logez dans une caravane, c'est que vous avez dû quitter un appartement, vous louiez et vous n'avez plus l'argent, ou vous avez été mis à la porte aussi, peut-être pour une autre raison, mais c'est souvent des gens qui, c'est contre leur propre volonté, qui viennent vivre dans le camping. Mais on a rencontré quand même 2-3 personnes qui étaient heureuses de vivre là, qui préféraient vivre là, à la campagne d'une certaine façon, que dans la ville. Ça, on en a rencontré aussi quelques-uns. Mais il n'empêche qu'ils nous ont dit ça, mais en hiver, ils n'y étaient pas. Ce qui fait quand même plus froid. Donc, et nous, comme on tournait en hiver, on a vu... Dans le camping, il n'y avait personne, en fait. Le week-end, il venait quand même un couple ou deux. Ouais, qui venaient, et qui ont d'ailleurs... qui nous ont regardé travailler, quoi. Was Emily Duquesne found in a traditional casting process? How many people did you see, and how did you know she was the right one? C'est la première fois qu'on faisait un casting de jeunes filles. Hein. Pour La Promesse, l'actrice féminine était une Africaine qui avait déjà joué chez Idrissa Ouedraogo 2 fois. Et donc ici, c'est la première fois. Et on a envoyé, donc on a fait ça par la poste, plein de systèmes, quoi, la radio, les journaux. Bon. On a dit qu'on cherchait une jeune fille de 16-17 ans pour incarner le rôle principal de notre film, de notre prochain film. Et on a eu beaucoup de réponses, énormément, les jeunes filles qui voulaient jouer. Je ne sais plus beaucoup, mais c'est beaucoup. Hein. 500-600. Oh, ouais, oui, même plus. Hein. Ouais. On en a gardé dans un premier temps 500-600. Non, 250. 250. On a gardé 250. Parce qu'on demande toujours envoyer une photo et une lettre. Pas une lettre de motivation, mais une lettre où vous dites, bon, moi ça m'intéresse, j'ai envie de... Bon. Ou bien votre adresse, simplement, si vous n'avez pas envie d'écrire, et une photo. Et sur base des photos, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, on fait toujours un premier tour, comme ça, on dit, voilà, 250 possibles. On les a filmés. Et on était en train de les filmer et on ne trouvait pas personne. Et puis, on a repioché. Et je crois que Jean-Pierre t'a dit, et celle-là, hop, enfin, il me semble qu'on en a repris qu'on avait éliminé. On a repris. Et puis encore une troisième fois, on en a repris encore plusieurs fois. Et cette fille s'est présentée devant nous, au casting, et il faisait chaud, là où on filmait. On fait tout nous-mêmes, on fait les castings nous-mêmes. C'est pas nous qui filmions, c'était Jean-François, ou je ne sais pas, ou Amaury, je ne sais pas, ce jour-là. Je pense que c'est nous qui filmions. C'est nous qui filmions ce jour-là. Je crois, ouais. Et
cette fille est arrivée, Wow. elle avait chaud. On lui a dit, ben, enlevez votre lainage. Et puis elle avait des chaussures et des talons. On lui a dit, enlevez vos chaussures. Ah bon? Elle était venue Petit ledger, tu sais. maquiller les cheveux, oui, pour donner l'impression d'une Miss Belgique. Oui, de montrer que ouais, regardez comme je suis, maquillée et tout. Et on a commencé à travailler, pieds nus, à transpirer. Le noir, le rímel coulait. Ses cheveux, tout. Ses cheveux qu'elle avait gonflés commençaient à coller. Tellement, allez, encore ceci, on refait ça, on refait On ça. avait senti... On avait senti quelque chose. Surtout dans le regard, dans les yeux. Elle avait des yeux magnifiques. Des yeux qui parfois très clairs et puis parfois qui se brouillaient comme ça. À cause de la transpiration, des larmes, ça dépend parce qu'elle a presque pleuré pour une scène. Et on lui a dit, écoutez, peut-être on se reverra, on vous dira, etc. La mère et sa mère attendaient dehors, dans l'autre pièce. Et sa mère a dit, quand elle a vu sa fille, ah, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Rien. Elle a dit, rien, on a travaillé. Et alors, il y avait une autre jeune fille aussi qui nous plaisait beaucoup, qui était tout à fait différente, plus fine, plus grande. Bon. Et on a fait revenir Rosetta, on a fait revenir Émilie et cette jeune fille. Et puis on a choisi, c'était elle qui était la plus juste, la plus forte, la plus intense. Et il y a une scène qui a été magnifique qu'on a faite et qu'on a filmée. C'est le moment où elle travaille chez Olivier Gourmet, le boulanger. Et le fils d'Olivier a été mis à la porte de l'école et il remplace Rosetta par son fils, en fait. Il dit, écoute, c'est fini, le travail, t'en as plus chez moi, je suis obligé de prendre mon fils puisqu'il a fait des conneries à l'école. Et elle veut le boulot et elle refuse de partir et elle prend le sac de farine. Et alors, on a dit, voilà, Jean-Pierre, je crois que tu faisais... Je suis plus. Enfin, on faisait. Moi, je crois que je faisais le fils du boulanger, Jean-Pierre le boulanger. Et, Ouais, on faisait, bon, oui. et elle descend à la cave, elle vient, elle se dispute. Bon, elle remonte et elle s'accroche à la table. Parce qu'on n'avait pas de sac de farine pour la répétition. Et on lui avait dit, tu t'accroches à la table et on va essayer de te décrocher, tu refuses. Et on va tout faire pour que tu... Il n'y a pas moyen. Elle avait accroché la table venait à... On s'est dit ça, elle veut le rôle. On lui a dit, tu veux le rôle, hein, parce que tu lâches pas. Et voilà, ça a été un moment magnifique parce qu'elle a bien joué, parce qu'elle devait faire plein de choses, tenir la table, crier, non. Puis on avait des dialogues, hein, on avait préparé les dialogues, donc elle devait dire les dialogues. Et ça a été magnifique. Et une autre scène, qui là, on s'est dit, là vraiment elle est forte, c'est quand elle porte la bonbonne. On n'avait pas de bonbonne, on a pris un tas de chaises, on a pris 10 chaises. Et elle devait s'écrouler avec les chaises et pleurer, hein, en marchant. Et là, magnifique. On l'a filmée, elle a fait le tour de la pièce. Et au fur et à mesure qu'elle marchait, ça devenait un peu plus difficile et elle commençait à pleurer. Et tout d'un coup, boum, elle tombe avec les chaises. Et là, on s'est dit, bon, je crois qu'on a Rosetta. Et le premier jour, avant le tournage, on va dans le décor principal, ou une semaine avant, je ne sais plus, avec l'équipe. On fait des essais de caméras. Et elle n'avait jamais été confrontée à une équipe. Elle nous avait toujours vus tous les deux. Et la caméra est proche. Hein. Et c'est une jeune fille, elle a 16 ans. Même si elle est comédienne, il y a aussi le fait qu'elle a 16 ans, que c'est une jeune fille de 16 ans. Et on n'est pratiquement que des hommes. Il y a pratiquement que des hommes dans l'équipe. Hein. Il y a quelques femmes, enfin, pas beaucoup. Ce jour-là, c'est pour essayer des caméras et tout ça. Et la caméra est là, vraiment à côté d'elle. Et on fait tout un travelling. Et pour nous, c'était aussi un test important de savoir comment cette fille, qui allait porter le film, qui n'avait jamais joué, comment elle allait... Il était un peu tard, évidemment. Il était un peu tard, mais on n'aurait plus pu changer. Mais quand même, on restait quand même angoissés parce qu'elle avait été bien avec nous. Tout ce qu'elle avait fait et tout, mais il y avait une complicité qui s'était un peu créée entre nous deux. Puis on avait une petite caméra vidéo qui était pas trop envahissante. Il y avait pas... Et on fait le travelling et nous, on voit qu'on est en train de filmer quelqu'un qui sait qu'elle l'est filmé. On s'est dit, waouh. Qui rougit un peu. Et on sent que on a quelqu'un qui sait qu'il est filmé. Il n'y a rien à faire. Il a dit, putain, waouh. C'est un peu trop tard.
Et on lui a dit, écoute, Émilie, je sais pas là, mais on sent que tu es filmé, que d'abord, de temps en temps, tu rougis. On sent que tu es un peu gêné. On sent qu'Émilie est là, que la jeune fille de 16 ans est gênée d'avoir une caméra aussi près. Et tout. Écoute, ça va pas, ça ne va pas. Ok, qu'elle a dit. Et ça avait duré tout le long, ça avait duré un petit temps. Et je veux dire, nous, on était un peu perturbés. On s'est dit, oulala, en tournage, ça peut se postposer, on peut retravailler avec elle et tout ça. Elle a dit, ok, qu'elle a dit. On a recommencé, c'était fini. Elle avait paniqué, elle avait eu peur. C'était la première fois. Elle avait un pouvoir de concentration énorme. Énorme, Et ce énorme. qui était énorme. formidable, justement, c'est qu'elle avait un visage qui changeait de couleur. En fonction On de l'a la jamais température. on l'a jamais maquillée. Hein. Sauf quand elle avait un coup, pour qu'il fallait cacher quelque chose, ou elle avait un tatouage, il fallait le cacher. Si les jeunes commençaient à se tatouer, là. Donc ça, il fallait. On l'avait caché parce que pour nous, Rosetta n'était pas tatouée. Et ne fût-ce parce que ça coûte de l'argent, le tatouage. Et surtout que c'est un beau petit tatouage. Et on a remarqué que quand il faisait un tel degré de chaleur ou qu'il faisait plus froid, son visage changeait de couleur. C'était magnifique. Pour nous, c'était magnifique. Il fallait pas, évidemment, si on voulait être raccord, il fallait faire attention. Hein. Mais on a vraiment... et j'ai revu le film un peu par hasard. J'ai revu une partie du film il y a quelques semaines et j'ai vu son visage. Je dis, c'est terrible. Comme il est vivant, quoi. Il réagit vraiment. Il réagit vraiment à l'air ambiant, à la colère aussi, hein, parce que quand elle se fâche, elle devient vraiment toute rouge. C'est vrai. Ouais. One thing that I think people wonder about is when there's two of you, how do you work together on the set? Does one always work with the actors and the other with the camera? Do you trade places? How Oui. is it structured? Recross. Il y a d'abord les répétitions. Bon, il y a tout le travail que nous on fait avant, Luc et moi, on va chercher les lieux, trouver les lieux, essayer des mouvements, des déplacements dans les lieux, déjà avec la petite caméra aussi. Et mon frère ou moi, on bouge devant la caméra, on essaye des choses. Et puis, on commence à répéter avec les comédiens, toujours tous les deux, avec une petite caméra. Avant ça, on a trouvé les décors. Hein. Et puis, le jour, quand on commence à tourner, le matin, enfin en début de journée de travail, on répète encore avec les comédiens. Et quand il nous semble qu'on a trouvé plus ou moins ce qu'on va faire, ou même plutôt plus que moins d'ailleurs, quand allez, on se dit voilà, c'est ça qu'on va faire, l'équipe technique vient sur le plateau, un de nous deux se met en retrait, et il y en a un qui reste sur le plateau qui dit on va faire ça, 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 ça et ça, et puis qui explique, et puis si on dit on va peut-être un peu, les choses vont peut-être un peu évoluer, là on est là tous les deux, mais une fois qu'on commence à tourner, un reste sur le plateau, l'autre va devant le moniteur vidéo, qui est lié à la caméra. Hein. Et voilà. Et puis on change. Et on parle après. Et puis on parle après les prises. Hein. Près du moniteur. Mais pas trop, on essaie de ne pas... On essaie de ne pas Sauf trop... si on a vu quelque chose qui n'allait Oui, pas. voilà. Mais on essaie que ça aille vite, quoi, de ne pas faire des conciliabules trop longs. Et que les autres ne viennent pas regarder. Évidemment, les acteurs ne peuvent pas voir les rushs et ne peuvent pas voir le... Aucun acteur ne peut voir son image. Parce que c'est trop dangereux qu'il veuille la modifier, qu'il soit horrifié par ce team. Bon. Ou bien au contraire. Enfin, Mais c'est surtout... Ouais, c'est une question d'organisation un peu... Voilà, qui a un côté un peu stupide comme ça, parce que bon... Mais il y a un moment donné, pour le plan, je sais pas, le plan 23, et l'équipe technique, elle parle avec Luc et pas avec moi. Et si moi j'ai quelque chose à dire et tout avec Luc, on parle ensemble. Je ne leur parle pas. Ça simplifie, ça accélère un peu le rythme. Parfois, c'est un peu plus bordel que ça. Hein. Mais on a besoin, à un moment donné, que, si la pression, les tensions montent, on dit moi, tu parles avec mon frère, pas avec moi. Ou bien l'inverse. Vous voyez? Voilà, ça dépend un peu des... Voilà, c'est comme ça qu'on fait. L'idéal, évidemment, c'est qu'il y en ait un qui travaille et l'autre reste chez lui qui dorme. Ça, ce serait bien. Évidemment, quand on est deux, il n'y a pas de gourou. Hein? Et on est deux, il n'y a pas de big master. Et donc, parfois, les comédiens, ils s'en foutent. Ils travaillent, ils écoutent, ils sont habitués. On les a habitués dès les répétitions, on travaille ensemble. Les techniciens, pas toujours. Ils proposent une idée, donc il me propose une idée. Il dit, tiens, je vais faire ça, tout ça.
Je dis, ouais, c'est bien. Il regarde l'autre pour voir si l'autre pense la même chose. Et c'est normal. Vous voyez, ils sont un peu... C'est plus difficile pour eux, je crois. C'est plus difficile pour eux. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, hein, mais on s'est habitué. Mais au départ, c'est un peu plus difficile. Là, on est vraiment soudés, quoi. On trouve ensemble. Et je crois qu'on peut dire hein, que les plans, et ceux qu'on a eu, où vraiment on s'est dit, tiens, on a découvert un nouveau plan, une nouvelle chose qu'on n'avait pas dans le script, qu'on n'avait pas répété avec notre caméra vidéo, eh bien, c'est quand il y a des avis différents, donc des personnes qui sont sur le plateau, des postcards, oui, ça. qui trouvent quelque chose avec vous et qui disent ah oui mais donc ça veut dire que c'est bon quoi. Tout le monde participe, enfin pas tout le monde, mais 5-6 personnes disent quelque chose qui va dans le sens de ce qu'on cherche et là généralement c'est là qu'on trouve un plan formidable, quoi, un plan séquence, voilà, qu'on n'aurait pas trouvé tout seul. Et pour faire encore plus top, c'est pour Rosetta, c'est quand l'équipe a vu qu'Émilie était une actrice extraordinaire. Et là, l'équipe, c'est soudé, hein. C'est vraiment soudé. Dès le premier plan, autour d'elle, on a senti que l'équipe croyait en cette fille et qu'elle allait nous emmener pendant un voyage de 45 jours pour... Parce que si l'équipe ne croit pas à l'acteur, et nous, comme c'est des acteurs qui n'ont jamais joué, souvent, ils ne les ont jamais vus, ils les voient la première fois quand on dit on va répéter. Si l'acteur leur semble faible, il n'y a rien à faire. Hein. Ça ne prend pas. Hein. Il faut que le premier jour... Et on a senti ça, tout. Que Émilie avait cristallisé l'équipe autour de Rosetta. Et ça, c'est un grand moment. Et pour nous, c'est bien. The camera is even closer to the action in this film. You feel that it's very, very close to Rosetta. The shots are much tighter than in La Promesse. Why that decision to be more tightly framed? Nous, on a toujours parlé, et c'est venu dans nos discussions. On s'est dit, mais ce qu'on est en train de raconter, c'est même venu pendant nos premières répétitions qu'on faisait, mon frère et moi, je pense aussi. En fonction des lieux qu'on cherchait et qu'on trouvait, on dit, mais on est en train de faire, c'est un film de guerre qu'on fait. Et... de guerre au sens vraiment... c'est un film de guerre, quoi. Rosetta est un soldat qui est en guerre. Elle part en guerre, elle veut entrer dans le bunker de la société. Et la société ne veut pas. Donc elle se bat pour entrer. Et nous, on filme ça. Et je ne sais plus comment tout ça ça s'est construit chez nous. Hein. Et en même temps, on s'est dit, mais si on fait un film de guerre, peut-être qu'il faut que notre caméra n'anticipe jamais ce que va faire l'acteur, qu'elle soit toujours un peu en retard, sans que ça ne devienne une pause. C'est ça qui est... Sans que ça ne devienne un style, une manière. Surfait. Quelque chose... Sans qu'on écrive, qu'on commence à... c'est malin, ils écrivent. Que le mouvement dans lequel on soit fasse que... on est toujours un peu en retard. Évidemment, c'est construit, mais il ne faut pas que ça paraisse comme quelque chose de construit. Il faut trouver une nécessité à ce fait que, assez souvent, on est en retard sur Rosetta. Elle nous entraîne toujours ailleurs. Comme est l'histoire du film. On ne sait jamais où Rosetta va aller. Le film a pas de romanesque. Toute une partie documentaire, si on veut. Certains d'ailleurs ont dit ouais, il y a un côté quand même fort documentaire dans le film, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de romanesque. Bah justement, nous, c'est pas ça qu'on voulait. On s'est vraiment intéressé à cette fille, on s'est vraiment intéressé au fait que l'histoire d'amour, c'était entre Rosetta et son travail, qu'elle n'avait pas. Et on n'a pas dit, oui, mais on va faire une fille qui n'a pas de boulot, et pour faire passer le truc, et qu'elle cherche un boulot, elle va aussi rencontrer, il va y avoir une histoire d'amour. Et on a mis du temps à trouver l'équilibre entre Rosetta et Riquet. Oui, et comme tu dis, l'histoire, on a construit le scénario en se disant, on est dans la vie de quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe demain. Même ce qui va se passer à 4 heures après la fin de la journée du travail, on va peut-être lui dire, demain, vous ne venez plus travailler, c'est fini. Donc, elle ne sait jamais.
Donc on s'est dit, on va essayer de construire une histoire où le spectateur est dans la position du personnage qui ne sait pas comment demain sera fait. Voilà. Et encore au montage, on a accentué ça d'ailleurs. On a encore retravaillé au montage. Et pendant le tournage, on a supprimé des scènes qui faisaient un peu déjoint. On les a supprimées pour avoir encore plus ce côté. Qu'est-ce que je... Bon, on ne sait pas. Oh, je ne sais pas. Et on redémarrait à un autre moment pour montrer que sa vie ne parvenait pas à trouver une ligne. Une ligne, bon, demain je me marie, j'ai des enfants, bon, c'est un petit peu, ça c'est énorme évidemment, mais enfin quand même, on a quand même dans la vie normalement un projet. Eh bien, elle ne peut pas, elle n'y arrive pas parce que elle est mise à la porte, elle retrouve un travail, non, c'est pas possible, elle essaye, voilà. Puis en plus, elle s'occupe de sa mère ne fait pas, bon, elle est aussi imprévisible. Donc elle est vraiment dans un statut précaire où rien n'est prévisible. Et on a voulu que rien ne soit prévisible pour notre caméra. Il a fallu construire beaucoup, évidemment, pour faire beaucoup de prévisions pour la mise en scène, mais on essayait que le spectateur ait le sentiment que, finalement, on ne sait pas où on va. On est dans sa situation à elle. Elle est seule au monde et elle ne sait où aller. Voilà. I think related to that, Rosetta is constantly moving. You open in the middle of her rushing through that factory when she's been fired, and really she doesn't stop until the last shot in the movie. And every time you see her, she's running somewhere or walking somewhere. If she's even in the waffle cart, she's moving around, crazy. paying this. So there's this constant sense of forward motion, which is true of a lot of characters in your movies, but I think her especially. So was that related to wanting the audience to feel that they were journeying with her through the story and that she never knew where she was going next? Oui, c'est vrai qu'elle est tout le temps en mouvement. Elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps dans une espèce d'énergie, de dépense excessive d'énergie pour exister, pour être là. Et elle essaie de se trouver des petits points d'appui à travers ses rituels, avec son eau, remplir sa gourde, les bottes qu'elle cache. Et bon, il nous a semblé que ça allait aussi donner ce mouvement perpétuel, si je puis dire, avec quelques petits moments d'arrêt, qui est habité par la rage de cette fille, allait s'attaquer au nerf du spectateur, si je puis dire. Et que ça allait donner un espèce de rapport physique du spectateur au film, au point que certains ont été malades. Elle a peur de tomber dans le trou. Hein, Rosetta, elle dit, quand elle a rencontré Riquet, elle dit « Je ne tomberai pas dans le trou, j'ai un ami ». Elle a peur, et je crois que c'est ça qui fait que elle cherche tout le temps quelque chose, une place. Où est ma place? Je veux une place. Bon, pas là, c'est pas possible. Donc là, elle voit Riquet. Elle se dit, bon, qu'est-ce qu'il me veut? Il veut prendre ma place? Qu'est-ce qu'il vient faire? Ah, eh bien, moi, je vais prendre sa place. Parce qu'apparemment, il a une bonne place. Bon, elle est tout le temps comme ça, dans les calculs. Hein. C'est terrible. C'est une vie d'animal, quasi, qu'elle a. Une vie d'animal qui survit, d'animal qui reste encore humain. Parce que, tu dis, elle a des rituels. Hein. Elle se lave, elle fait une série de choses, elle s'occupe de sa mère. Bon, elle essaie de garder une certaine dignité quand elle voit que sa mère fait des pipes là au gardien du camping. Elle dit, là, elle trouve que sa mère là s'abaisse vraiment. Enfin, sa mère fait ça pour avoir de l'alcool. Donc, elle veut garder, mais en même temps, elle est prête à beaucoup de choses. Hein. Elle est prête à tuer, quoi. C'est ça. Et nous, pendant 1h30, on a essayé de lui trouver une place dans le cadre. C'est un peu ça, notre truc. Oui. C'était parce qu'elle va vite. De trouver une place à cette fille. De lui garder une place. Qui n'a pas de place. Fait qu'il cherche une place et qui toutes les places qu'elle trouve, elles sont déjà occupées. Donc il faut qu'elle aille ailleurs. Et nous, quelle place... voilà, on a essayé de lui trouver une place dans notre mise en scène. Et c'est ça qu'on essaie de faire pendant 1h30. Et c'est pour ça que ça... Puis c'est une fille spéciale, c'est une fille qui... je ne sais pas pourquoi on a tout de suite pensé que c'est une fille qui n'aimait pas le vent. Et quand on s'est dit, mais cette fille, quand elle est dans cette caravane, d'ailleurs elle bouche avec le papier toilette, elle bouche une fente qui a et le vent, elle veut se protéger, quoi, elle veut...
c'est quelqu'un de... Rosetta, la vie pour elle, c'est terrible. But she's also quite ingenious, like using the toilet paper and also the way she fishes. Yes. How did you come up with that? On faisait ça quand on était enfant, Pour pêcher les... pour pêcher. Cette manière de... Mais ce type de pêche un peu artisanale et sauvage, nous, on n'a jamais rien attrapé. non. Mais c'était plus ou moins la même. Quoi. Le principe était le même. On disait pêcher à la bouteille. On mettait ça dans l'Ourthe, dans un fleuve qui s'appelle Une l'Ourthe, rivière, ici une derrière, rivière. dans les campagnes, une rivière. On n'a jamais rien attrapé, mais on peut attraper, c'est interdit, hein, parce que justement, pour que... Si c'est bien fait, ça marche. Ouais, si c'est bien fait, ça marche. C'est-à-dire, là, ça pouvait marcher, elle, comme on l'avait fait, parce qu'on a demandé à quelqu'un qui nous a expliqué exactement comment on faisait. Et normalement, le poisson ne peut pas sortir. Quoi. Et il tire, coincé. il va vers Il peut pas se l'avant, retourner. il va vers l'avant, et en allant vers l'avant, il enfonce l'hameçon. Ouais. Voilà. Et après, c'est plus le Stéphane. Et c'est interdit parce que c'est normalement la pêche. Il faut que le pêcheur soit là. Il faut qu'il soit là, puis c'est permis certaines périodes de l'année, entre certaines heures. Là, vous mettez vos bouteilles, il n'y a besoin de personne, vous pouvez pêcher tout le temps. C'est pour ça que c'est interdit. Si c'est bien organisé, vous mettez plusieurs bouteilles et ça devient. Nous, quand on était plus jeunes que Rosetta, on a essayé de faire, mais On n'a jamais rien pris. rien. On a pêché un peu, il est le seul à avoir... Tu as eu une ablette, Un petit poisson. petit poisson, et une roussette quand même. Here, in front of. Non, une roussette. Dans la Meuse. C'était ouais. un bon pêcheur. Moi, je n'ai jamais rien attrapé. Mais on s'est bien amusé avec ça, avec les fils. Et puis bon, c'était l'idée qu'on avait, parce que c'est bizarre, le scénario de Rosetta, il s'est assez vite construit. Et on a assez vite pensé que sa mère l'a jeté à l'eau et qu'elle laisserait tomber à l'eau Riquet. Et on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu exagéré, deux personnages qui tombent à l'eau. On s'est dit, non. Justement, c'est ça qui est bien. Elle répète la même chose que ce qu'elle a subi. Elle est comme ça, Rosetta. Tu m'as pris mon truc, mais je te le prends. Et puis c'était bien que, il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais les choses commencent un peu à trouver leur place, comme quand vous trouvez le rythme d'un plan. Vous dites, ah, le rythme, là, on l'a eu, cette prise-ci. Pourquoi, je ne sais pas, mais vous sentez que tac, 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 tac. Ah, voilà, c'est ça. Tout est instable, il n'y a rien qui est vraiment en place. Elle habite dans une caravane, la caravane des gaufres. Parce qu'on avait d'autres possibilités pour faire ce petit commerce de gaufres. On s'est dit non, c'est mieux une caravane Sur des pneus. d'être toujours dans des endroits où instables, quoi. Et que cette fille, elle est tout le temps dans des endroits instables. Et mais elle ferme d'ailleurs avec un crochet. She's a little, I think they would say today, OCD, you know, obsessive compulsive. Elle est obsédée, et c'est pour ça que c'est un personnage qui n'a pas de psychologie complexe, si je puis dire. Elle a une psychologie comme tous les êtres humains, évidemment. Mais je veux dire qu'elle est obsédée. Elle a une idée, une seule idée, qui prend le dessus sur tout. Et un travail. Did you immediately begin to work on Rosetta after the success in Cannes and the distribution of La Promesse? Nous, c'est jamais vraiment tout de suite. Il y a 3 ans entre chaque film. Alors, d'une certaine manière, c'est tout de suite parce qu'on commence à parler, mais les choses ne se sont pas précisées vraiment tout de suite, tout de suite. On nous a dit que des gens vivaient dans des caravanes et que la loi allait changer. C'est possible. On a appris qu'il y avait des gens pauvres qui n'avaient pas assez de revenus pour rester dans des maisons ou des appartements et ils Qui habitaient vivaient dans des caravanes. dans des campings. Et qu'une loi devait passer parce qu'il est interdit de vivre dans des lieux, il est interdit d'avoir une adresse dans des Dans son lieux domicile, dans un lieu mobile. mobiles. Et donc il fallait mettre des blocs en dessous des caravanes, des blocs de béton, pour qu'elles ne soient plus mobiles. Je crois qu'on est parti un peu autour des histoires de camping et de caravanes. Je crois qu'elle vient de là, Rosetta. What was the biggest challenge from a technical standpoint on Rosetta? Because there are some very, very complicated La lumière. shots in it. Ben, la caravane. Light. Nous, on a toujours dit, on veut tourner dans une caravane, on veut pouvoir, si c'est nécessaire, faire 360 degrés, ou même pas 360, un petit peu moins, mais quand même ça. Ça fait, je sais pas combien, 270, un truc comme ça.
Donc, on veut que cette caravane reste construite. Parce qu'on savait très bien que cette caravane pouvait être démontable et que ça aurait été plus facile pour mettre la caméra un peu dehors, pour l'éclairage. Et nous, on a dit non. On veut tourner dans cette boîte et on veut que le spectateur... C'est vrai qu'il y en a qui l'ont fait avec des décors qui bougent et tout ça. Et on a l'impression que le décor reste le même dans la corde. Hein. Hitchcock, il fait ça. Mais je pense que le décor bouge, enfin, pendant le plan. Et nous, on n'est pas aussi malin que ça. Nous, on a simplement dit, on veut que le décor reste comme ça et qu'on se débrouille avec ces petits espaces. C'est vrai que c'est étroit pour la caméra. Il faut qu'on trouve les bonnes places, mais c'est une contrainte formidable. Et on veut que pour la lumière, Alain, tu trouves un système qui permette à la lumière d'éclairer ce lieu, parce qu'en même temps, le plafond est très bas. Donc, il ne pouvait rien accrocher au plafond. Rien, le plafond, elle touche quasiment le truc. Donc, comment tu vas faire? Ça, c'est ton job. C'est à toi de trouver, mais nous, on veut que cette caravane, elle reste comme ça. La seule chose qu'on va bouger, c'est qu'on va bouger la porte, elle s'ouvre comme ça, elle s'ouvre comme ça, et nous, on veut qu'elle s'ouvre comme ça. On va changer ça. Parce que pour nous, pour les personnages, on veut qu'ils soient cachés par la porte et tout ça. Donc, on va changer le sens de la porte, mais le reste, ça ne va pas bouger. Et Alain a été formidable, il a trouvé un système d'éclairage mobile. Tout était mobile sur ce tournage, les caravanes, et il a renforcé le toit de la caravane. Et quand la caméra passe d'un côté de la caravane à l'autre côté, comment faire pour éclairer? Alors, il y a des fenêtres de chaque côté de la caravane. Et derrière. Donc, il a accroché des spots au bout de perches. Ces électriciens étaient au-dessus de la caravane. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Et il bougeait en fonction de signaux que lui donnait. Il voyait l'action, comment l'action se déroulait. Sur l'écran. Et il disait, ils étaient 3 ou 2. 3. Il disait au premier... Déjà, c'est formidable. Et il y a eu des photos de plateau, de voir. Sans qu'on ne voit la lumière apparaître. Et ça, il ne faut pas évidemment que si on allume ici, il ne faut pas qu'on voit le spot qui tombe. Et il ne faut pas non plus qu'on voit qu'il quitte. Donc il fallait timer. On voit la lumière qui quitte la caravane. Ça, c'était formidable. Ça, c'est formidable. Le tournage de la caravane, c'était plus compliqué parce que c'est un petit espace et il n'y a pas moyen de. Il n'y a rien. Il ne pouvait rien mettre pour éclairer. Donc tout. Enfin, presque tout. Ah oui. Mais pour certains plans, tout vient d'éclairage qui fait venir de l'extérieur et qui n'est pas fixe, qui est mobile. On a dit, il faut qu'on soit comme Rosetta, il faut qu'on soit mobile. Et alors, c'est assez beau. C'est assez beau à regarder, d'ailleurs. Moi, une scène que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas revue, mais c'est là où il joue de la batterie, où il fait écouter ses essais de batteur. Ça, j'aime beaucoup cette scène-là, avec Fabrizio, quand elle boit la bouteille aussi, qui fait la gymnastique et qui tombe. Et là, c'est l'ingénieur du son qui nous a aidés pour trouver le rythme de la scène. Parce qu'au départ, c'était plus long. Avant de jouer, avant deux fois, deux tac, tac. Et c'est l'ingénieur du son, parce qu'on trouvait qu'au milieu de la scène, il y avait un tunnel, un vide, une dépression. Et on se demandait pourquoi. Et il dit, je pense que c'est à cause du début. Il y a trop de temps au début. Et il nous a proposé d'enlever des répétitions de toc. Parce qu'avant de jouer, il faisait toc, toc, sur le fer du tambour, hein, le cercle du tambour. Et on en a enlevé 2, et on n'a plus senti la baisse de rythme. Et ça, c'est lui. Comme quoi, les collaborateurs, on a dit tout à l'heure, la technique, nous, elle vient après, on les invite chez nous, mais quand on les invite, il faut bien les écouter, parce qu'ils donnent de bons conseils. Et Jean-Pierre Duret, avec qui on travaille, notre ingénieur du son, avec qui on travaille depuis très longtemps, déjà dans les documentaires, est quelqu'un qui sait vraiment écouter ce qu'on cherche et qui propose de bonnes idées. I want to go back to the scene with her with the flour sack because it's so extraordinary. Everyone always talks about that scene, and you feel in that scene like she is the flour sack. It's like an extension of herself, you know, and I feel like there's a very strong association in this film and in other films of yours between people and objects.
in La Promesse, the motorbike of Igor feels like an extension of Igor. And in Rosetta, not just the flower, but her boots that she puts on to go through the woods. In a way, if you see just a close-up of the boots, it's like you're seeing Rosetta. Yeah. And I don't know if it's something you can speak about, this idea. But when you watch the film, these things have almost a personality. Yes, the things that the people touch, wear, they don't seem just like props. D'abord, dans l'écriture du scénario, on a pensé que Rosetta faisait la différence entre la ville et le camping. Elle ne voulait pas aller avec des bottes dans la ville. Elle veut mettre des belles chaussures, si je puis dire. Elle a honte d'aller en bottes, comme elle a honte d'habiter au Grand Canyon. Elle ne veut pas qu'on le sache. Et donc, elle fait une grande différence entre les deux univers. Et elle, son rêve est de retourner dans la ville, d'où probablement elle vient. Elle n'a pas toujours habité une caravane. Et donc, pour nous, les bottes, au départ, c'était simplement, je marche dans la forêt, je mets mes bottes, je vais dans la ville, je mets mes chaussures. Et on ne savait pas encore exactement comment on allait filmer ça. C'est venu en travaillant. Mais l'idée était là, c'était de marquer la frontière. Voilà, comme la grande route marque la frontière, etc. Voilà. Et puis, on s'est dit, mais la première fois qu'on a filmé Rosetta qui changeait, on a filmé entièrement le changement de bottes, chaussures, bottes, chaussures. On a filmé et on s'est dit, mais c'est aussi un endroit où elle cache les bottes. Et ça, c'est intéressant aussi, qu'elle cache, elle se protège. Ça renvoyait un petit peu à la survie. C'est un geste de survie. Parce que si on lui prend ses bottes, qu'est-ce qu'elle fait? Et si on lui prend ses chaussures aussi, parce que les chaussures restent aussi cachées là-bas, pendant qu'elle est au camping. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport aux autres, doit cacher. Elle se cache. Elle sait bien que pour elle, les autres, c'est ceux qui veulent lui prendre son bien, lui prendre ce qu'elle a. Et donc, tout ça fonctionnait, quoi. Et je ne sais plus, je crois qu'au départ, on n'avait pas mis dans une bouche comme ça, dans un tuyau. Hein. C'était peut-être dans la... Je ne sais plus, mais enfin... dans une petite grotte, une cavité. Mais elle les cachait. Elle les cachait. Et donc, pour nous, on s'est dit, tiens, là, c'est Rosetta. Ça, c'est Rosetta. Elle a honte et elle se protège des autres. Elle se méfie des autres, comme je l'ai déjà dit, au point, à un moment donné, de vouloir les tuer. D'avoir peur, tellement peur d'eux qu'elle les tue. Et on a filmé ça comme une sorte de rituel. Un des rituels de Rosetta. Voilà. Et on s'est dit, c'est bien que quand elle va revenir une prochaine fois, une deuxième, qu'on ait toujours ce même rituel. Dans le scénario, peut-être encore une fois en plus d'ailleurs. C'est possible. On en a supprimé un au montage. Mais on aimait que cette fille ait ce moment-là qui lui appartient à elle, secret, et qu'elle fait. Et l'air de rien, c'est ce que nous on s'est dit, la pêche, le rituel des bottes, ce sont des choses, des gestes qu'elle refait quotidiennement, qui lui appartiennent, et c'est peut-être ça qui fait que cette fille reste debout, qu'elle ne s'écroule pas. Elle se lave aussi. Il y a une série de choses elle prend ce bidon, elle met de l'eau dedans. Et il y a une série de choses qu'elle fait, quoi qu'il arrive. C'est constant. Et ça, c'est peut-être ce qui la tient en vie. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on a réfléchi à ces différentes scènes qu'on a tournées, même si il nous a manqué parfois de la lumière, notamment pour le bidon qu'elle remplit. Enfin, oui. Oui, on a dit, non, parce qu'on dit, oui, mais on l'a déjà filmé 2 fois qu'elle remplissait le bidon. C'est rien, on le fait quand même. Dans ce costume-là, on ne sait jamais. Et ça, on a rajouté par rapport au scénario. On disait, non, on filme. C'est des gestes importants. C'est Rosetta. C'est comme ça qu'elle reste Rosetta, qu'elle reste vivante. Qu'elle ne se laisse pas aller comme sa mère. Et qu'en plus, oui, ça nous apparaît extraordinaire parce que cette fille arrive à maintenir ça dans une vie qui n'en est pas une, en fait. Mais c'est ce que nous faisons tous. C'est ça peut-être et que c'est ça qui nous fait peut-être tenir debout aussi. Par moments, ce sont nos rituels, qui sont nos points de repère à nous, comment on organise aussi notre vie. Et c'est des choses très concrètes, très petites. Et on aimait bien que ce soit
des choses très concrètes et liées, parce que Rosetta, c'est une fille honteuse. Hein. Elle a honte. C'est une fille qui a honte tout le temps. Elle cache qu'elle habite. Hein. Quand le bus la dépose, elle fait semblant d'aller dans une maison. Elle ouvre une barrière, le bus part. Puis hop, elle veut pas. C'est une fille qui a honte. Ouais. Ouais. Et puis il ne faut pas oublier qu'elle vient d'une autre vie où ça devait être quand même mieux. Ouais. Elle est tombée dans le trou quasi pour elle. Et c'est ça qui fait qu'elle est en Donc rage. elle veut rester. Ouais, c'est ça. I want to talk about Rosetta's betrayal in the film of Rike when she discovers that he's selling his own waffles. And this, of course, becomes her entree to his job. Yeah. And when Rike asks Rosetta why she did it, she says because she wanted a job. But it seems to me, anyway, like she also does it because she has such a strict code of honesty, and that he did something she considers unethical. Yes. And I'm wondering how you see that sequence in the film, her betrayal of him, and why she does it. Je pense que c'est. Mais il y a les deux, hein. Mais je pense qu'elle veut la place de Riquet. Et je pense qu'effectivement, Rosetta, elle est obsédée par l'honnêteté. Elle est honnête. Elle ne supporte pas. Enfin, Rosetta ne fera jamais ça. Ce que Riquet a fait, elle ne fera jamais, Rosetta. Jamais. Il n'y a aucun moment dans le film où on pourrait supposer que cette fille est capable. Oui, elle peut-être qui indiquerait ah, mais cette fille va faire. On aurait pu, si vous voulez, faire quelqu'un qui vole, qui profite des choses, qui vole une gaufre, qui vole ci, qui vole là. On m'a dit, ah, elle est pauvre. Bah, c'est normal, il faut qu'elle vole un peu quand même. Elle peut pas, il faut bien qu'elle bouffe, il faut bien qu'elle vive. Mais nous, on a tenu à ce que ce soit justement quelqu'un d'honnête. Ça ne lui vient pas l'idée. Quand sa mère va mendier et tout ça, elle dit non. Il y a le linge, on ne vit pas de la charité. Elle a une haute idée d'elle et de ce qu'elle doit être. Elle a une haute idée de ce qu'elle devrait être. Et pour elle, effectivement, le vol que Riquet fait, ça, elle ne ferait jamais ça. C'est pas un vrai travail. C'est pas un vrai boulot, quoi. C'est pas sérieux, c'est pas honnête. Voilà. Elle a cette espèce de rigueur un peu, obsessionnelle. Mais nous, c'est quand même prendre. Il lui donne là l'opportunité qu'elle lui prenne son boulot. C'est-à-dire, finalement, d'avoir une place. Parce qu'elle ne l'a jamais vu comme. Même si à un moment donné, elle dit j'ai un ami et. Il y a quand même l'obsession d'avoir la place, ça qui est. Et puis de bien faire son travail. On a bien aimé la filmer quand elle fait le boulot de Riquet. Elle le fait avec beaucoup d'entrain, beaucoup de joie. C'est un des moments où elle est heureuse dans le film, le personnage. Quand elle fait la farine aussi, avec le pétrin, là. Voilà, quand elle fait la farine. Et quand elle bosse, elle est heureuse, ça la rend heureuse. Elle travaille, elle sourit, Elle sourit, elle est contente. Et il n'y a pas beaucoup de moments dans le film où on voit un personnage heureux qui rigole. Mais là, quand elle fait son truc, elle le fait vraiment. Elle est contente. Elle est contente, elle aime bien faire ça. Mais en même temps, nous, Rosetta, c'est pour ça qu'on a parfois été surpris par le public, qui voyait une fille courageuse, qui se battait pour avoir une place dans la société. Elle est aussi aliénée par son truc. Mais en même temps, elle est un peu comme les personnages de Brecht. C'est comme Mère Courage. Oui, elle se bat, mais en même temps, elle s'enferme, elle se détruit. Elle détruit toute possibilité de trouver une amitié, toute possibilité de rencontrer, d'être solidaire de quelqu'un d'autre, ou d'accepter la solidarité d'un autre. Elle est tellement prise dans son combat qu'elle se détruit. C'est elle qui devient une forteresse. Oui, elle ne voit pas Criquet Elle ne voit pas Criquet peut être un ami. peut être un ami, elle Et ne voit ça, pas. nous, on aimait bien qu'elle soit ce personnage contradictoire qui est en train... Enfin, en fait, on peut dire aussi, Rosetta, elle a quand même failli le laisser mourir dans l'eau, Criquet, hein, avant de le trahir. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Mais elle l'a presque fait. Et donc, c'est quelqu'un qui... Parce qu'à force de se battre, elle devient vraiment ce que la société capitaliste hyper concurrentielle demande qu'elle soit. C'est-à-dire un soldat
qui a Honnête. sa place, honnête, hein, honnête, et qui se bat pour garder sa place et qui ne la donnera pas à un autre, qui fera concurrence, qui sera la meilleure, qui fera les heures supplémentaires, qui travaillera, qui fera tout ce qu'il faut pour avoir la place et qui ne la laissera pas à plus faible. Elle devient vraiment ça, sauf à la fin où elle change. Mais je veux dire, elle est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui à quelqu'un qui veut avoir un travail et le garder dans notre société, où les places sont si peu nombreuses et si chères. Elle essaye de correspondre à ça. Well, she's definitely a harder character to like than Igor in La Promesse, for example. And I think in the first part of the film, especially, she's quite abrasive until you see how much she cares for her mother, and that even if she doesn't have the most delicate way of doing it, she really is trying to improve her mother's quality of life, and you start to have a kind of empathy for Rosetta. But I think that one of the strong qualities about the film, and really all of your films, is that you don't go out of your way to make the audience like the characters. That doesn't seem to be the primary concern, which it does in a lot of movies. It's certainly something that's discussed all the time in the corridors of Hollywood, whether the characters are likable or not, and that this directly corresponds to the commercial prospects of the film. But it seems that, in a way, to have respect for the character is more important for you than that we should like the characters. Alors, ce qu'on essaie de faire, effectivement, c'est qu'on n'est pas obsédé par le fait que le caractère, si j'ai bien compris, que le caractère soit quelqu'un de sympathique, et que tout de suite on sent en empathie avec elle. Parce qu'on ne considère pas non plus qu'un film c'est un tribunal, et que le spectateur est là pour juger. Et on n'est pas là, et que le réalisateur n'est pas non plus là pour juger ses personnages. C'est bien ça l'espace de la fiction, c'est qu'on puisse montrer des choses contradictoires, des personnages qui commettent des gestes qui dans la vie on ne pourrait pas accepter, mais que là dans l'espace de la fiction, eh bien on doit autant les aimer que ceux qui font des gestes plus sympathiques, et que le spectateur doit être d'un côté et de l'autre. Et puis après il se fait sa propre réflexion, son propre chemin là-dedans, le spectateur. Mais pour revenir à Rosetta, nous, ce qu'on aimait bien, c'est qu'effectivement, malgré le fait, effectivement, qu'elle puisse avoir l'empathie du spectateur, parce que c'est quelqu'un, c'est une pauvre fille, on peut dire c'est une pauvre fille qui essaye de s'en sortir. Ça, c'est beau, quelqu'un qui est dans la merde, hein, et qui essaie de s'en sortir. Mais elle ne fait pas des choses sympathiques pour ça. Et je pense que c'est bien que le spectateur ne soit pas tout le temps dans le confort, installé dans un rapport confortable avec le personnage, et que le personnage le surprenne. Et ça aussi, c'est... ça nous intéresse que le spectateur soit surpris aussi par le personnage. Il dit, ah oui, mais il va... Ah ben oui, on le sait, il va faire ça. Ah non, il ne fait pas ça. Ah bon? Ah, elle le laisse. Ah, elle va le rechercher. Ah, elle le trahit quand même. Et puis, vous voyez que le spectateur même... Que parfois, quand on est parti dans la pire hypothèse, eh ben, que le personnage, quand même, trouve, ou qu'on nous, on ait trouvé, que le personnage trouve quelque chose pour encore surprendre le spectateur et ne pas, justement, aller dans cette voie encore pire. Et on se dit, tiens, ah oui, on peut faire ça aussi. Et que le spectateur ne soit pas tout le temps à la même place et tout le temps dans le même rapport, vous voyez, tout le temps avec la même distance avec le personnage. Je pense que c'est quand même... Enfin, moi, je préfère ça. Quand je vais voir un film, je préfère quand je suis en face de personnages comme ça et que les gens qui ont réalisé le film me permettent ça, que d'être tout le temps dans des rapports de séduction. Il n'y a rien de... Enfin, je trouve... Bon, moi, les rapports de séduction, ça m'épuise vite, quoi. Parce que c'est un peu monochrome, voilà. Oui, puis notre idée était quand même d'explorer une possibilité de comportement. C'est-à-dire, je veux un travail et c'est mon obsession principale et je veux l'avoir à tout prix. Voilà. Il manque de place, donc je dois prendre la place d'un autre puisque je veux absolument ce travail. Et comment faire?
Et nous, on a dit, elle ne doit pas se détacher de ça, parce que c'est vrai qu'elle pourrait dire, bah, finalement, oui, je vais un peu voler. Ah, elle l'a fait, c'est normal, elle vole, et on l'excuse. Bon, et on commence à... Voilà. Elle dit, non, non, elle ne veut pas être une victime, elle. Hein. Elle ne veut pas avoir un comportement de quelqu'un qu'on pourrait excuser parce qu'elle est victime de la situation. Ça, elle ne se met pas dans ce point de vue-là. Elle est un individu. D'ailleurs, au début, quand elle perd sa place, elle dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Elle ne pense pas qu'il y a un système qui fait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un en trop, enfin quelqu'un qui coûte trop cher, qu'on va reprendre une autre personne à laisser qui coûte moins cher qu'elle, qui devrait signer un contrat et coûter plus cher. Donc, c'est pas parce que c'est elle qu'on ne la prend pas. C'est parce que on veut quelqu'un. La société veut, enfin la fabrique de Frisco là, de glace du début veut quelqu'un de moins cher, qui coûte moins cher qu'elle. Elle dit mais non, pourquoi moi? Elle voit les choses comme ça. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, on entend de plus en plus de gens qui disent ça. Oui, mais oui, mais pourquoi moi? Pourquoi on me vire moi? Moi, je fais bien mon travail. Le système, elle s'en fout comment ça doit fonctionner. Elle dit ma place. Elle veut. Et c'est ça. Et nous, qui est bien, on a dit il faut prendre ça au sérieux. Ouais. Elle veut et il faut aller jusqu'au bout. Voilà. I love hearing you talk about your characters because you talk about them like they were real people. And when you speak about Rosetta or Igor or in La Promesse or Claudie in Lorna's Silence, it sounds like they have a life of their own. I'm wondering if there's a certain point when you're writing, if it feels that way, that the character is doing things the character wants to do and you're just sort of writing the words at that point. Does that happen when you're working on a script? Is there a certain point where the character seems to take over? Quand vous écrivez à propos d'un personnage, il y a un moment où il s'autonomise, où il devient lui-même et il dit non, je fais plutôt ça que ça. Ça, je peux pas faire. Il vous le dit, à vous qui écrivez, il vous dit ah mais non, on va plutôt. Mais pour Rosetta, je crois que le principal, c'était de nous-mêmes croire au fait. Nous, c'est toujours ce qu'on se disait. Pas de travail, je meurs. Je meurs, mais réellement. Vraiment croire à ça, quoi. Croire à ça. C'est que la profession de foi. Voilà, c'est ça. Elle se sent tout d'un coup vide, irréelle. Elle n'existe plus, elle ne vit plus, elle va mourir, elle a peur. Voilà, on s'est dit, c'est ça. Donc, on a toujours construit comme ça. Et en faisant attention à ce que l'histoire d'amour avec Riquet ne nous détourne pas de l'amour du travail. D'abord le travail. Je ne dis pas qu'elle aime Riquet, qu'elle a une attirance pour Riquet à un moment donné ou parce qu'il a du travail et qu'elle va lui prendre. Ça, elle ne sait pas encore. Parce que ce n'est pas son projet. Là, sa mère l'a jetée à l'eau, elle est seule. Ben, elle va chez ce garçon. Évidemment, elle pense aux bottes. Quand elle voit les bottes en haut, elle dit « Ah, je peux avoir les bottes ». Elle ne perd jamais, on dit en français, elle ne perd jamais le nord. Elle garde toujours le cap sur la survie, la sécurité. Hein, elle veut toujours, et elle a raison, elle veut survivre le mieux possible. Mais chaque fois que la possibilité d'avoir un travail apparaît, tac, elle lampe dedans. Elle lampe dans le gap. Hop là, elle se place. Voilà. Et je pense que aussi si on en parle comme ça, comme si effectivement, comme si elle était vivante, quoi, hein, comme si c'était quelqu'un de vivant. Je pense que c'est bon. C'est vrai que qu'est-ce que c'est un plateau de tournage et tout? C'est on essaie de donner vie à des personnages hein, qui soient vivants. Mais je pense que la plupart de nos tournages, et peut-être plus particulièrement celui-là, ce sont des grandes épreuves physiques. Pour les comédiens, pour nous, pour l'équipe. Et je pense que cette espèce d'épreuve physique qui dure 45-50 jours, où vraiment physiquement on est... elle, Rosetta, parce qu'elle doit faire beaucoup de choses, nous, parce qu'on est là, on l'accompagne, et l'équipe aussi. Il y a un côté épreuve sportive, quoi. C'est une espèce d'exercice de sport, exercice de combat. Et je pense que c'est ça qui, finalement, quand on en reparle 10 ans après, et que ça reste quelqu'un, que Rosetta, oui, effectivement, pour nous, c'est quelqu'un de vivant. Et je pense que c'est parce que pendant
Bon, évidemment, il y a l'écriture, il y a eu les répétitions et tout ça, mais aussi il y a le tournage qui a vraiment été une espèce d'exercice physique et de sport de combat pendant 50 jours et 40 jours, et que c'est passé à travers nos corps et que c'est resté là. Voilà. Well, it begs the question if the concept of the character of Rosetta is if I don't work, I die. Did you ever consider that she would die at the end of the film? Yeah. On a pensé à un moment donné qu'elle mourrait. On a fait un scénario où elle se suicidait et ça marchait. Et la baraque à gaufres n'était pas là, elle était le long d'une route. Elle était toute seule dans la baraque à gaufres. Elle s'enfermait avec le crochet, le fil de fer, et elle allumait le gaz des gaufres. Au lieu du gaz de la caravane, elle allumait le gaz des gaufres, de la baraque à gaufres. Et elle se couchait là, dans la baraque à gaufres, et puis les voitures passaient. Voilà. Et la baraque restait fermée. Hein. Et la baraque restait fermée. Ce matin-là, elle n'ouvrait pas la baraque. Why not? Mais on s'est dit, peut-être quand même qu'elle pourrait trouver l'amitié avec ce Riquet. Au lieu de voir l'ennemi, essayer de voir l'ami. Comment y arriver? Et voilà, alors on a fait la fin, où elle veut se suicider, mais elle est sauvée par le manque de gaz, donc sauvée par la pauvreté. Si elle avait eu une bonbonne pleine de gaz, elle mourrait à ce moment-là. Et